La Moselle est un département chargé d'histoire, dont les traces de son passé industriel et technique sont encore visibles, et ce partout sur le territoire. Pour préserver cette histoire, le département de la Moselle finance le Centre des archives industrielles et techniques. En son sein, 8,5 km d'archives papier, 20 000 photographies et diapositives, 4 000 livres sur les industries mosellanes. On retrouve également 4 500 films et 100 000 plans. Une belle quantité de documents qui permettent de retrouver et retracer l'histoire des houillères, de l'industrie de Bata et de tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'industrie dans le département de 1816 à aujourd'hui. Le site est extrêmement important pour nous, déjà parce qu'il s'agit du seul site en France qui traite de ces données-là, en tout cas de cette manière-là, puisque nos services analysent, nos services classent, et cela permet de faire vivre la mémoire de toutes ces personnes qui ont travaillé durement dans les mines, de faire vivre également cet héritage qui nous est donné en Moselle de cette forte tradition, de cette forte économie liée à l'industrie et à la mine. Afin de comprendre l'importance de ce centre des archives, du métier d'archiviste et découvrir les secrets que renferme cet endroit, nous avons rencontré Sébastien Mellard, directeur du centre. Alors moi je suis arrivé il y a longtemps, je suis arrivé en 2012. Alors il y a un moment j'ai fait d'autres choses entre temps, mais je suis revenu. Donc je suis devenu archiviste parce que je suis historien. À la base j'ai fait des études en histoire. Comme beaucoup de personnes qui font des études en histoire, j'ai caressé à un moment le désir de devenir prof. Finalement, voilà, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi. Finalement, je venais souvent aux archives, et donc de fil en aiguille, je me suis dit, ben voilà, passer de l'autre côté du bureau, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est ça, c'est vraiment un métier passion. Le centre des archives peut paraître immense lorsque l'on se promène dans ces allées chargées de papier. Pourtant, on y organise un tri minutieux et sélectif de ce qui mérite ou non d'être conservé. On va regarder sur des critères juridiques et puis sur des critères historiques. Parce que, en fait, tous les documents, dans la masse de production archivistique, tous les documents n'ont pas vocation à être gardés pour toujours. Et puis justement, ça prendrait énormément de place, on aurait du mal vraiment à tout conserver. Donc il y a des documents qui ont un intérêt administratif qui finit par passer. Par exemple, quand une affaire est terminée, une construction par exemple d'une école ou d'une route ou quelque chose, ces documents n'ont plus d'utilité administrative, par contre ils peuvent avoir une utilité juridique. Il peut y avoir des procès, il peut y avoir des problèmes par rapport à tout ça. Et au bout d'un moment, sur le côté juridique, il y a prescription. On ne peut plus vous faire de procès sur tel sujet par exemple au bout de 10 ans. Donc là on entre dans l'âge historique des archives, et là on se demande si les archives ont un intérêt qui est historique. Celles qui n'ont pas d'intérêt historique, mais finalement, on les élimine, c'est très encadré, comme je le disais avant, il y a des lois, on fait des bordereaux d'élimination, c'est surveillé, enfin voilà, on ne fait pas ça n'importe comment, et ce qui reste finalement, là on le garde pour toujours, pour servir de source de l'histoire. Donc justement pour ces généalogistes, pour ces gens qui ont des recherches utilitaires, ou pour ces historiens, on a aussi des sociologues, des géographes, des architectes, c'est très très varié. En fait, le document qui a de la valeur, il en a parce que on estime qu'il va apporter quelque chose aux historiens, aux chercheurs, aux sociologues, à tout le monde. En fait, les archives, c'est pas que pour les historiens. On a, comme je le disais, des sociologues, mais voilà, des particuliers. On ne fait pas de tri à l'entrée en salle de lecture. On ne fait pas de tri, tout le monde peut venir. Il n'y a aucune condition, il n'y a même pas besoin d'être français, il n'y a pas besoin d'être majeur. Vraiment, on est vraiment dans ce contexte-là d'ouverture absolue, quoi. Alors après, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous cherchez, vous allez avoir un intérêt différent à ces archives, mais vraiment c'est le plus ouvert possible. Et ce qui fait l'intérêt historique, sociologique de ces archives, c'est de quelle manière est-ce qu'elles témoignent d'un événement passé. Parce que les archives, c'est toujours une trace, c'est une trace de l'histoire. Une fois l'archive reçue au centre, Sébastien et ses équipes se chargent d'un processus qui permet ensuite leur mise à disposition du public. La section plan du centre, par exemple, bénéficie d'un soin particulier en ce qui concerne son classement et sa restauration.
Alors les archives, quand on les reçoit, elles ne sont pas toujours dans un bon état de conservation ou dans un bon conditionnement, c'est-à-dire dans une bonne boîte qui nous permet de les conserver pour longtemps. Donc on reçoit des documents comme les plans qui sont derrière moi, qui ne sont pas toujours bien conditionnés, et puis on essaye d'aboutir à terme à des plans comme ceux-ci, qui sont dans des tubes, qui sont bien préparés et qui sont prêts à passer des décennies, voire des siècles avec nous. Ici, en particulier, c'est les plans des cités minières, des houillères. On a vraiment les plans de toutes les cités. Là, je vois Cocheren, Dietwiller, Belle-Roche, c'est toutes des cités qui vont parler aux gens du secteur. Mais on n'a pas que des plans de cités. On a des plans d'installations industrielles, de carreaux, de chevalement, de bâtiments, de bureaux, par exemple. C'est tout ce qui était construit par les différentes industries, finalement, on va avoir des plans, quel que soit l'usage à terme. On a des plans de machines aussi, bien sûr, par exemple. On a ce qu'on appelle des inventaires ou des instruments de recherche, mais des inventaires, disons, qui vont vous permettre de retrouver les documents. Les archives sont donc décrites, c'est-à-dire qu'on dit en quelques mots le contenu d'une boîte ou d'un tube à plan. Et chaque boîte ou tube à plan dispose d'une cote. C'est un identifiant qui est unique, finalement. Et quand vous venez en salle de lecture, vous nous dites, sur votre site internet, j'ai consulté l'inventaire de telle entreprise et je serais intéressé par la cote une telle. Nous, on va vous chercher la cote une telle dans le magasin des archives et vous pouvez la consulter en salle de lecture. Alors en fait, souvent, les gens n'ont pas forcément la cote en arrivant, ça arrive. Les gens un petit peu plus aguerris font leur recherche à l'avance, mais aussi, les gens viennent parfois tout simplement avec une question. Et cette question, on essaye d'y répondre. Je cherche telle chose, est-ce que vous avez quelque chose? Et là, on aiguille les personnes dans leur recherche. Par contre, il faut toujours chercher quelque chose aux archives. On ne peut pas venir comme ça, juste pour voir. Il faut avoir une question. Sauf si, bien sûr, on vient voir une exposition et puis qu'on vient se documenter sur le sujet de l'exposition. Mais vraiment, pour consulter les archives en elles-mêmes, c'est mieux d'avoir une question à la base. Nous quittons ensuite la section plan du centre pour nous rendre au cœur des archives. Cet endroit, interdit au public, regorge de moments d'histoire, de documents administratifs importants et d'anecdotes sur la création des houillères, des villes du département et de ses habitants. Voilà, donc ça c'est les documents du 19e siècle, sur le commencement de la première compagnie minière à Chenec. Les documents, moi je les aime bien parce qu'il y a des tranches de vie dedans, il y a des vraies tranches de vie. Et c'est celui qui est sur le dessus de la pile, là, il y a de la tranche de vie. Et donc c'est des investisseurs, ils sont déjà commerçants, c'est des gens qui ont un petit peu de moyens, qui se mettent à plusieurs pour pouvoir lancer ça parce que ça coûte très très cher. Et on a toute leur correspondance en fait aux archives. On a toute leur correspondance entre eux, quand ils sont d'accord, quand ils ne sont pas d'accord aussi. Et je dis qu'il y a des tranches de vie parce que par exemple sur ce courrier-là, donc c'est un courrier tout à fait professionnel, finalement, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Mon cher ami, depuis que vous m'avez manifesté le désir d'exploiter les veines de houille se trouvant dans les forêts de Forbach, j'ai vivement sollicité et pressé, etc., etc. Et là où vient la tranche de vie, c'est qu'après la signature de ce monsieur Châtaignier, il y a un post-scriptum. Faites-moi le plaisir de dire à Bio que j'attends sa réponse et l'arrivée de monsieur Schwartz, maire de Forbach. Si vous me faites le plaisir de venir me voir, apportez-moi 2 bouteilles de rhum. C'est quand même, c'est chouette, je trouve, ce genre d'anecdote, parce qu'on a parfois l'impression que les anciens, nos ancêtres, ça, on a l'impression qu'ils étaient plus rigides, plus sérieux, alors qu'en fait, pas du tout. On voit qu'ils prévoient de boire un petit coup après avoir discuté de charbon. Il y a un autre document donc, qui dit, un de ces investisseurs-là, en fait, c'était des gens qui étaient un petit peu touche à tout. Ils étaient commerçants, ils avaient des élevages, ils avaient des terres, ils avaient un petit peu de tout. Et un de ces investisseurs-là se plaint de ne plus avoir de grains pour nourrir ses porcs. Parce que le temps est exécrable et que la récolte de grains a été catastrophique. Et en fait, quand on réfléchit un peu, on est en 1816. 1816, c'est l'année sans été. Cette année-là, il y a eu un volcan qui a connu une éruption très grave en Asie du Sud-Est, qui a obscurci le ciel et qui a empêché finalement le climat de se dérouler normalement. Donc, ce n'est pas du réchauffement climatique, là c'est du refroidissement climatique, et ça a été vraiment catastrophique pour les récoltes. Donc même dans des documents qui n'ont rien à voir avec ça, finalement on voit la trace de cet événement qui a été mondial. Il a neigé jusqu'en juin ou en juillet cette année-là. Ces nombreuses histoires s'accompagnent généralement de photos.
Le centre en compte des milliers disséminés et classés au sein des archives papier, et pour les autres, elles sont rangées dans une chambre froide. Parce qu'en fait, tous les documents se conservent plutôt bien à température ambiante, on va dire, on essaie 19-20 degrés. Ça peut être un peu plus, un peu moins en fonction de la saison, bien sûr. Par contre, les photos se conservent mieux à 12 degrés. Et donc pour les photos, on a une chambre froide qui est à 12 degrés toute l'année. On a des classeurs finalement avec des photos. Là, c'est le fond photo des houillères. Donc maintenant, on va en salle de lecture. Donc c'est là que les usagers viennent consulter les documents des archives. Et donc cette salle de lecture, normalement, c'est la seule pièce qui est accessible au public, aux archives. Et donc cette salle de lecture, elle est accessible à tout le monde, sans aucune condition. Muni d'un nom, d'un prénom et d'une date de naissance, il est possible de retrouver les dossiers de milliers de travailleurs du département, une vraie mine d'or pour les habitants du territoire en quête d'histoire sur leur famille. Nous avons nous-mêmes effectué une recherche avec Sébastien afin de retrouver des documents sur l'arrière-grand-père de l'un de nos journalistes. Voilà, donc là on a fait une recherche, on va aller voir où se trouve le dossier de personnel de Joseph Lang, né en 1919. Donc je sais que c'est à l'EPI 86, qui est juste là, mais il va falloir que je mouline mes rayonnages mobiles. Donc ça permet de gagner de la place. Ensuite c'est la 2380, donc elle est juste là. Voilà, et on va se mettre par là pour ouvrir. Joseph Lang, il était employé. Donc voilà, Joseph Lang de Cocherène, 16 rue du Rappel, ses enfants Roland, Jean-Paul, Raymond et Colette. Donc là vous voyez, donc, on voit que lui, on voit sa date de naissance bien sûr, moi qui est français, et comme il y avait beaucoup d'immigrés dans les houillères. Et on voit tous les endroits où il a travaillé. Donc là on voit qu'il a commencé en 1934 comme trieur manœuvre à Merlebach. C'était souvent le premier poste des mineurs, c'est là qu'ils apprenaient. On voit qu'il était au jour. Donc en fait là il était au triage au jour, et puis il y avait des bandes qui passaient devant lui, puis il enlevait ce qui n'était pas du charbon en fait de ces bandes là. Ensuite il est parti au Puy 2, c'est juste à côté d'ici, vers l'hôpital où il était apprenti. Et après, c'est là qu'il a pris du galon, il est devenu ajusteur. Donc ajusteur, c'est un emploi d'ouvrier très qualifié. Au Puy 6, qui là aussi se trouve à l'hôpital Carlin, près de la Coquerie. Ensuite, il est revenu à Merlebach. Vous voyez qu'il y a, comme par hasard, un trou entre 39 et 41. 1er septembre 39, c'était son dernier jour, tout simplement parce qu'il a été évacué, comme tout le monde. Et puis vous voyez que là, c'est pareil, il faut le deviner parce que ça n'a pas été écrit. Donc il est revenu en 41. Il est resté jusqu'en 44. Après là, c'est pareil, il y a eu un petit trou certainement pendant, c'est certainement la période où il était malgré nous. Donc de fin novembre 44 jusqu'à septembre 45, où c'est probablement le moment où il est revenu d'emprisonnement. Parce que souvent il se trouvait sur le front d'Est et il était emprisonné par les soviétiques. Donc il est revenu à ce moment-là. À partir de là, il a encore pris du galon. À partir de 58, il est devenu surveillant d'atelier. Et il a fini contremaître d'atelier au moment de sa retraite en 66. Donc là, il est tout jeune. C'est certainement la photo qui a été prise au moment de son recrutement. C'est une des photos qui était prise en groupe. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre derrière lui. En fait, il les faisait s'installer chacun avec une petite ardoise. Il prenait une photo de groupe, et après il découpait dans la photo de groupe. Et donc là, on a une photo de lui un petit peu plus âgé. Un acte de mariage. Alors il y a un aigle parce que là, on est en Moselle annexée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il s'est marié en 1942. Pendant cette période-là. Depuis sa création en 1948, le Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle effectue une mission de mémoire capitale pour le département.
Ces milliers de documents constituent le pinacle d'un travail minutieux et précis mené par des équipes passionnées qui ont à cœur de permettre aux habitants d'eux aussi consulter et en apprendre plus sur l'histoire de leur territoire. En marge de cela, le centre organise des expositions ouvertes au public, comme celle actuellement en cours sur le magazine Mineurs de France. Lorsque l'on consulte des documents tels que ceux du Centre des Archives, on prend alors pleine conscience de la richesse du passé mosellan, de ce qui a forgé son industrie, ses hommes, ses femmes, ses enfants, ses moments de joie et de peur, de victoire et de défaite, d'histoires banales aux heures les plus sombres. Ce tout forme un témoignage d'un passé dont les futurs historiens se serviront pour nous juger.